Ramadan 2026, difficile de faire plus étrange. Pendant qu'on jeûne, le Moyen-Orient s'embrase et ce que beaucoup appellent guerre ressemble pour l'instant davantage à un affrontement armé. Je l'ai d'ailleurs détaillé hier soir en live, suivi en masse par notre communauté. Soyons clairs, on n'est pas dans une histoire de frontières à grignoter, ni dans un scénario d'occupation au sol, ni dans une bataille pour un morceau de territoire. La réalité, c'est une confrontation militaire qui met face à face Israël et les États-Unis d'un côté et l'Iran de l'autre. La grande puissance régionale du Moyen-Orient, qu'on apprécie ou non, même après les coups extrêmement lourds qu'elle encaisse, notamment depuis la mise hors jeu de son haut commandement et l'élimination du guide suprême de la République islamique. Et non, l'Algérie n'est pas loin de tout ça. Ce choc reconfigure des équilibres, bouscule l'ordre international et secoue directement l'axe Afrique du Nord-Moyen-Orient. Le Maghreb est relié à cette zone par la géographie, par la stratégie, par la sensibilité politique et économique. Ce qui explose là-bas résonne ici, tôt ou tard, de manière visible ou sournoise. Et aujourd'hui, la peur qui s'installe partout, c'est celle d'un scénario noir. Une crise économique mondiale. Et là, tout s'accélère. Depuis hier, Téhéran a décidé de frapper fort en annonçant la mise sous clé du détroit d'Ormuz, ce passage stratégique entre l'Iran et Oman par les Ramadan 2026, difficile de faire plus étrange. Pendant qu'on jeûne, le Moyen-Orient s'embrase et ce que beaucoup appellent guerre ressemble pour l'instant davantage à un affrontement armé. Je l'ai d'ailleurs détaillé hier soir en live, suivi en masse par notre communauté. Soyons clairs, on n'est pas dans une histoire de frontières à grignoter, ni dans un scénario d'occupation au sol, ni dans une bataille pour un morceau de territoire. La réalité, c'est une confrontation militaire qui met face à face Israël et les États-Unis d'un côté et l'Iran de l'autre. La grande puissance régionale du Moyen-Orient, qu'on apprécie ou non, même après les coups extrêmement lourds qu'elle encaisse, notamment depuis la mise hors jeu de son haut commandement et l'élimination du guide suprême de la République islamique. Et non, l'Algérie n'est pas loin de tout ça. Ce choc reconfigure des équilibres, bouscule l'ordre international et secoue directement l'axe Afrique du Nord-Moyen-Orient. Le Maghreb est relié à cette zone par la géographie, par la stratégie, par la sensibilité politique et économique. Ce qui explose là-bas résonne ici, tôt ou tard, de manière visible ou sournoise. Et aujourd'hui, la peur qui s'installe partout, c'est celle d'un scénario noir, une crise économique mondiale. Et là, tout s'accélère. Depuis hier, Téhéran a décidé de frapper fort en annonçant la mise sous clé du détroit d'Ormuz, ce passage stratégique entre l'Iran et Oman par lequel circule une part colossale de l'énergie mondiale, plus d'1/5 du brut échangé sur la planète et environ 10% du gaz naturel liquéfié, notamment les cargaisons venues du Qatar. Autrement dit, on touche à l'artère principale du commerce énergétique international. Résultat immédiat, nervosité extrême sur les marchés. Le baril qui évoluait tranquillement commence à s'agiter et flirte désormais avec les 72 à 73 $. Ce n'est qu'un frémissement. Mais si le verrouillage du détroit se confirme et s'éternise plusieurs jours, certains analystes évoquent un scénario où le prix pourrait franchir la barre symbolique des 100 $. Oui, 3 chiffres. Bloomberg, de son côté, nuance. Même avec un baril au-dessus de ce seuil, l'onde de choc serait probablement moins violente que lors des précédentes crises, notamment celle déclenchée par la guerre en Ukraine. Mais attention, rien n'est tranché. Les spécialistes ne tentent pas d'une seule voix. Si Hormuz reste bloqué plus d'une semaine, on entrerait dans une zone de turbulence sérieuse pour le pétrole comme pour le gaz. Certaines projections tablent déjà sur un passage au-delà des 80 $ après 7 à 10 jours de tension continue. D'autres, plus alarmistes, n'excluent pas une envolée comparable au pic observé pendant le conflit ukrainien. Pour l'instant, chaque cabinet d'analyse, chaque institution économique internationale avance ses propres modèles, ses propres hypothèses, ses propres calculs. Bref, c'est la bataille des prévisions. Soyons honnêtes, les marchés sont en mode fébrile. Et pourtant, il y a à peine quelques semaines, le brut évoluait sous la barre des 70 $, flirtant même avec les 60 au tout début de janvier. Aujourd'hui, on parle déjà de 72, 73 $ le baril. La question brûle toutes les lèvres. Peut-on voir s'afficher 3 chiffres, franchir les 100 $? Prédire un tel seuil reste un exercice périlleux.
Mais si près d'un cinquième du flux mondial qui transite par Hormuz disparaît temporairement du circuit, la tension sur les prix deviendra mécanique. Couper une artère qui alimente la planète en énergie et l'addition grimpe presque automatiquement. Alors certains se demandent, est-ce une opportunité pour l'Algérie? Avant de sauter aux conclusions, rappelons un précédent. Juin 2025, 12 jours d'affrontement entre Israël et l'Iran. En moins de 2 semaines, le baril avait bondi jusqu'à 79 $, soit une hausse d'environ 20% sur cette courte période. À l'époque déjà, la flambée avait été rapide, concentrée, spectaculaire. Et nous n'étions que sur un conflit limité dans le temps. À l'époque, le baril avait grimpé de 20%, oui. Mais remettons les choses dans leur contexte. Le détroit d'Ormuz restait ouvert, et Washington n'était pas entré pleinement dans l'arène dès les premières heures. On assistait surtout à un duel aérien. Chasseurs israéliens contre aviation iranienne, missiles et drones répondant aux frappes adverses. Un affrontement contenu, presque circonscrit, si l'on compare avec ce qui se déroule sous nos yeux en cette fin février 2026, en plein Ramadan. Cette fois, les paramètres sont différents. Tous les signaux disponibles, les données factuelles, les analyses sérieuses convergent. On parle d'un épisode potentiellement bien plus intense. Va-t-il s'étendre sur 12 jours comme en 2025? Impossible de l'affirmer. Tout dépendra de la capacité de Téhéran à encaisser les coups, à tenir face à la pression militaire et politique exercée par les États-Unis et Israël. La vraie question est simple. L'Iran peut-il soutenir le rythme? Ses réserves de missiles balistiques et de drones peuvent-elles s'épuiser en quelques jours? Selon plusieurs notes stratégiques issues d'organismes réputés pour leur rigueur, la République islamique disposerait encore d'une capacité de frappe suffisante pour maintenir des attaques pendant environ 2 semaines. 15 jours, c'est énorme à cette échelle. En réalité, l'issue repose sur un facteur central, la résilience iranienne. Si le régime plie, les hostilités s'arrêteront. S'il tient bon, le bras de fer continuera. Mais céder, cela voudrait dire quoi exactement? Il faut aussi observer l'autre cas. Officiellement, Washington et Tel Aviv affichent 3 objectifs. Neutraliser le programme nucléaire iranien, démanteler les capacités balistiques et obtenir un basculement politique au sommet de l'État. Or, avec l'élimination d'Ali Khamenei, de membres de son entourage et de hauts responsables, le premier levier, celui d'un changement de régime, même partiel, semble déjà engagé. Restent les 2 autres ambitions. Et là, l'incertitude demeure totale. Imaginons que les hostilités s'installent sur 2 semaines avec la même intensité qu'aujourd'hui. Dans ce cas, l'impact serait presque mécanique. Une flambée de 30 à 40% sur le prix du brut. On parlerait alors d'un baril qui franchit sans difficulté les 80 $, avec une zone probable autour de 85 voire 90 $. Aller au-delà des 100? Honnêtement, cela me paraît moins évident. Et sur ce point, je rejoins l'analyse de Bloomberg. On n'est pas dans la configuration de l'Ukraine face à la Russie. Ici, il ne s'agit pas de 2 voisins engagés dans une guerre terrestre pour des territoires. Pour l'instant, on reste dans un affrontement à distance. Frappe aérienne, missiles, opérations technologiques, bataille médiatique. C'est spectaculaire sur les écrans. Les images sont fortes, les dégâts sont réels, les victimes aussi. Mais stratégiquement, on reste dans un cadre contenu. Certains imaginent déjà des scénarios extrêmes, des troupes iraniennes débarquant en Israël ou une intervention terrestre massive américaine. Franchement, aucun spécialiste crédible des questions de défense ou de sécurité internationale ne considère cela comme plausible à ce stade. Cela dit, même un baril à 90 $ représente un choc sérieux pour l'économie mondiale. Le spectre d'une récession plane, les marchés deviennent nerveux. Et entendre certains défenseurs du pouvoir algérien présenter cette hausse comme une bénédiction relève presque de l'illusion. Non, ce n'est pas une bonne nouvelle. En surface, bien sûr, voir les prix grimper peut sembler avantageux. Mais pour atteindre réellement les 100 $, il faudrait un conflit qui s'éternise pendant des mois et un blocage total, hermétique, du détroit stratégique. Or, le scénario le plus réaliste aujourd'hui tourne plutôt autour des 90 $ que des 3 chiffres. À ce stade, l'hypothèse la plus crédible, c'est un baril qui navigue quelque part entre 80 et 90 $, probablement autour de 85. Pourquoi? Parce que les grandes puissances énergétiques, Moscou, Riyad, Washington, ont déjà laissé entendre qu'elles ajusteraient leur production pour éviter un séisme sur les marchés.
Autrement dit, on tente de contenir l'incendie avant qu'il ne devienne incontrôlable. Maintenant, est-ce que cette hausse des hydrocarbures est une bénédiction pour l'Algérie? En apparence, oui. Sur le papier, c'est séduisant. La loi de finances 2026 a été construite sur une base prudente, autour de 60 $ le baril. Si les prix se maintiennent au-dessus de 80, cela signifie des rentrées supplémentaires pour le Trésor public. Et mécaniquement, cela permettrait de combler une partie d'un déficit budgétaire qui dépasse les 40 milliards de dollars, soit environ 35 %. Vu sous cet angle, les comptes de l'État respireraient un peu mieux. Deuxième effet positif, l'État aurait davantage de marge pour maintenir les aides sociales et continuer à subventionner les produits essentiels, céréales, huile, sucre, carburant, eau, gaz, électricité. Plus les cours montent, plus les recettes en devises augmentent. C'est une évidence. Du côté macroéconomique, le secteur énergétique serait évidemment le grand gagnant. On pourrait même imaginer une croissance dépassant les 4 %, peut-être 4,1 ou 4,2 % si les prix restent durablement dans cette fourchette élevée. Cela améliorerait les recettes fiscales, renforcerait les revenus d'exportation et redonnerait un peu d'oxygène à la balance commerciale. D'autant que lorsque le pétrole grimpe, le gaz suit généralement la même trajectoire. Et le gaz naturel liquéfié, notamment celui qui transite par la région du Golfe comme le Qatar, est extrêmement demandé sur le marché international. Résultat, des exportations qui pourraient, temporairement, dépasser les importations. Et c'est précisément là que l'illusion se fissure. Oui, l'embellie existe, mais elle sera fragile et surtout temporaire. Car dès que le pétrole et le gaz s'installent durablement entre 80 et 90 $, le revers de la médaille apparaît pour l'Algérie. Et il est lourd du côté des importations. Pourquoi? Parce que lorsque l'énergie devient plus chère, tout le reste suit. Les biens manufacturés, les équipements industriels, les intrants agricoles, tout intègre le coût du carburant, du transport, de la production. Résultat, la facture mondiale grimpe. Certes, nos recettes d'exportation augmentent grâce aux hydrocarbures. Oui, les rentrées en devises progressent. Mais en parallèle, le pays doit payer plus cher ses céréales, ses machines, ses matières premières, ses produits finis. Ce que nous gagnons d'un côté, nous le dépensons de l'autre. Et il y a un paramètre souvent oublié, la demande intérieure. En Algérie, elle progresse chaque année d'environ 5 à 6 %. Cela signifie que, pour répondre à cette consommation croissante, qu'il s'agisse de biens essentiels ou de services, nous devons augmenter nos achats à l'étranger dans les mêmes proportions. Donc, si les prix mondiaux montent en même temps que nos volumes importés, l'effet est cumulatif. C'est ce qu'on appelle l'inflation importée. Une hausse des prix qui vient de l'extérieur et qui s'installe directement dans le panier du consommateur. Concrètement, on risque de revivre un air de déjà-vu. Souvenez-vous de 2022, le pétrole se vendait cher et pourtant l'Algérie subissait une flambée des prix autour de 9 à 10 %. Autrement dit, richesse énergétique élevée ne veut pas dire stabilité pour le consommateur. Si le baril se maintient entre 80 et 90 $, on pourrait très vite glisser vers une hausse générale des prix d'au moins 6 à 7 %. Et pour un pays où les salaires restent modestes, c'est un choc brutal pour le pouvoir d'achat. D'autant plus que l'économie nationale dépend fortement de l'extérieur dans des secteurs clés. Produits agricoles, intrants pour l'agriculture, composants industriels, matières nécessaires à la production locale. Aujourd'hui, l'inflation tourne sous la barre des 4 %, parfois même autour de 3 % depuis le début de 2026. Mais avec une énergie plus chère à l'échelle mondiale, ce taux pourrait presque doubler. Et là, les conséquences deviennent lourdes. Augmentation rapide des prix, pression sur les ménages, tension sociale. On l'a déjà vu en 2022 et 2023 avec cette vague inflationniste qui a frappé de plein fouet. Face à cela, l'État risque de ressortir la même méthode, freiner les importations pour préserver les réserves en devises, chercher coûte que coûte à maintenir un excédent commercial, exporter plus qu'on achète. Sur le papier, cela semble prudent. En réalité, cela signifie restriction, limitation et un marché intérieur sous pression. Et derrière ces ajustements, il y a un danger bien réel. Celui des rayons vides, des files d'attente interminables, des produits rationnés et des hausses soudaines qui frappent sans prévenir. Quand l'offre se contracte, les prix s'envolent.
Et quand les prix s'envolent, le pouvoir d'achat s'effondre. La pénurie nourrit l'inflation, l'inflation alimente la précarité et la précarité ouvre la porte à la pauvreté. On est donc très loin d'un scénario idyllique. Pour que la situation tourne réellement à l'avantage du pays, il faudrait une chose simple: encaisser massivement grâce au pétrole et au gaz, puis réinjecter intelligemment ces revenus pour amortir le choc des hausses venues de l'extérieur. Ce serait l'idéal. Mais pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné en 2022? Pourquoi l'Algérie a-t-elle subi une inflation plus forte que plusieurs grands exportateurs d'hydrocarbures, alors même que les cours étaient élevés? La réponse tient en un chiffre: les volumes. À l'époque, nos ventes à l'étranger tournaient autour de 400 000 à 500 000 barils par jour. C'est insuffisant. Pour vraiment tirer profit d'une flambée des prix, il faut expédier vers les marchés internationaux des quantités bien plus importantes. Au moins 800 000, idéalement près d'1 million quotidiennement. De nombreux rapports soulignent d'ailleurs que les pays qui capitalisent réellement sur les hausses sont ceux capables d'exporter entre 650 000 et 1 million de barils par jour. Regardez 2008 et 2009. L'Algérie disposait alors d'une puissance d'exportation nettement supérieure, dépassant les 800 000 barils par jour à certains moments. Résultat, des réserves de change confortables, une capacité à absorber les chocs extérieurs et à contenir l'inflation autour de 3 à 4 %. Quand les volumes suivent, même une économie dépendante des importations peut encaisser la vague. Sans ces volumes, l'effet richesse reste limité. Maintenir une inflation autour de 3 à 4 %, oui, c'est faisable, mais à une condition: vendre massivement à l'étranger. L'Algérie en était capable à la fin des années 2000. Entre 2008 et 2009, le pays disposait d'une puissance d'exportation impressionnante. Résultat, jusqu'en 2014, les finances étaient solides, les réserves confortables et les effets de la hausse des prix internationaux restaient relativement contenus. À cette époque, nous expédions plus de 60 milliards de mètres cubes de gaz par an et entre 700 000 et 800 000 barils de pétrole chaque jour. C'était une autre dimension. Aujourd'hui, la réalité est bien différente. Les ventes de gaz tournent autour de 40 milliards de mètres cubes, parfois même un peu moins si l'on regarde les chiffres incluant le GNL. Côté pétrole, les exportations passent sous la barre des 400 000 barils quotidiens. Les données les plus récentes confirment cette tendance. En janvier 2026, la moyenne journalière avoisinait à peine les 200 000 barils exportés. Pourquoi une telle baisse? Parce que notre appareil de production s'essouffle. Les volumes extraits ne sont plus ceux de 2008 ou 2009. Les investissements ont ralenti, certains gisements arrivent à maturité et leur rendement diminue progressivement. Hassi Messaoud et Hassi Berkine, piliers historiques du pétrole algérien, produisent moins qu'autrefois. L'exploration ne suit pas le rythme nécessaire. Et il y a un autre facteur clé: la démographie. À la fin des années 2000, le pays comptait bien moins d'habitants qu'aujourd'hui. Désormais, avec une population qui approche les 50 millions, la consommation intérieure absorbe une part croissante de la production. Moins à exporter, plus à consommer, l'équation a changé. Soyons lucides. Ceux qui tirent réellement profit des flambées du pétrole et du gaz ne sont pas les pays densément peuplés avec une production limitée. Ce sont les États à faible population et à très forte capacité d'exportation. Les Émirats, le Qatar, le Koweït, l'Arabie saoudite et dans une moindre mesure l'Irak. Eux disposent d'un double avantage: des volumes massifs et relativement peu d'habitants à faire vivre. L'Algérie, elle, approche les 50 millions d'âmes. Et dans le même temps, elle produit moins qu'avant et vend moins à l'étranger. Même avec un baril à 100 $, imaginons-le, l'effet resterait limité. Pourquoi? Parce que nos exportations plafonnent autour de 400 000 barils par jour. Et atteindre 500 000 relève déjà du scénario optimiste. La raison est simple. Une grande partie de ce que nous extrayons est consommé localement. Environ 65 % du gaz sert au marché intérieur. Pour le pétrole, c'est plus de la moitié, autour de 55 à 60 %. Entre la demande énergétique nationale, les nouvelles infrastructures, les transports publics récemment renforcés, les besoins industriels, la priorité va d'abord à la consommation interne. Concrètement, à peine 40 à 45 % de la production totale part à l'export. Et la tendance n'est pas à l'amélioration. À l'horizon 2030, la part exportée pourrait tomber sous les 30 %.
Autrement dit, les volumes destinés aux marchés internationaux risquent de passer sous la barre des 200 000 barils quotidiens, voire moins de 100 000 vers 2033 à 2034 si rien ne change. Le pétrole n'est pas une ressource infinie. Pour bénéficier pleinement de prix très élevés, il faut ressembler aux monarchies du Golfe, exporter plusieurs millions de barils par jour avec une population bien plus réduite. Or, avec près de 50 millions d'habitants, l'Algérie ne joue pas dans la même catégorie. Alors je vous le dis clairement, Voir le brut grimper à 90 ou 100 $,